Bonsoir à tous et bienvenue sur TD24 pour cette nouvelle édition du journal. À l'entame, la capitale tchadienne N'Djamena fait face à une raréfaction croissante de plusieurs variétés de fruits, un phénomène qui met en péril la sécurité alimentaire des populations depuis plusieurs semaines. Ce reportage d'Engakoutou Mathurin et Yango Abdoulaye explore les racines de cette pénurie et ses conséquences sur le quotidien des habitants. Les étals habituellement colorés et diversifiés des artères du N'Djamena arborant bananes, avocats, ananas, pommes et oranges affichent désormais un visage plus contraignant. Depuis près d'une semaine, une pénurie notable de ces fruits frappe les marchés, suscitant l'inquiétude des vendeuses. On prenait à 25 000 francs CFA, tels que la pomme, le plantain et autres, quand c'était encore abondant. Le régime du plantain était à 8 000, 9 000, voire 10 000, mais maintenant il n'y a pas assez. La pomme qui se vendait à 25 000 francs est maintenant vendue à 40 000 francs CFA. On a été à Angeli, mais on n'a rien trouvé. Même pas avocat, même pas ananas, même pas orange. Les commerçantes premières touchées déplorent une baisse drastique de leurs ventes. Seules certaines productions locales comme les goyaves et les papayes restent encore accessibles. Mahamat, préparateur de jus, constate amèrement les conséquences sur son commerce. Au-delà de pertes économiques, cette pénurie a un impact direct sur la santé des populations, souligne un consommateur rencontré sur le marché. Nous consommons beaucoup plus les fruits qui viennent du Cameroun. Et actuellement, comme il n'y a pas donc la traversée, raison pour laquelle les fruits ne sont pas là. Donc on est obligé de consommer ce que nous avons devant nous ici pour pouvoir nous maintenir lorsque nous rentrons peut-être du travail aussi. Pour remonter à la source du problème, notre équipe s'est rendue à Ngeli, localité frontalière entre le Tchad et le Cameroun, où transitent habituellement les marchandises importées. Sur place, les entrepôts habituellement remplis sont vides. Malgré nos demandes, le responsable de la douane n'a pas pu être joint. Monsieur Abakar, importateur, nous éclaire sur la situation. Ce n'est pas le problème du Tchad, c'est le problème c'est là-bas. Ce sont eux-mêmes qui ne sont pas arrangés les problèmes. C'est pour cela qu'on ne veut pas que la voiture, parce que c'est le risque. Si on a brûlé la voiture des personnes là, ils ne peuvent pas être contents. Mais c'est pour cela qu'on garde d'abord, on va les situations, ils sont arrangées, ça va les activer, ça prend. Face à cette crise, les acteurs de la chaîne des importateurs aux consommateurs appellent au rétablissement des conditions stables pour les échanges. Cette pénurie, bien que présentée comme temporaire, suscite de vives interrogations et perturbe profondément toute une filière économique et alimentaire. Cette situation difficile n'affecte pas que les vendeurs et consommateurs, mais impacte également les chauffeurs de mototaxi. C'est là qui assure le transport d'Ngeli vers les différents quartiers de la capitale tchadienne. Écoutez leur réaction. Nous sommes des clandomans, c'est grâce aux fruits qui arrivent là que ça nous sert maintenant d'occuper à nos besoins. Des problèmes depuis cela presque une semaine, donc on n'a même pas pu trouver quelque chose pour satisfaire nos familles à la maison. Donc c'est un peu difficile pour nous. Nous voulons de la paix pour que la paix se rétablisse dans le Cameroun et que tout soit opérationnel comme avant. Les soucis, vraiment la crise camerounaise a impacté. Depuis lors, les fruits n'arrivent pas. La frontière là-bas, parce que paraît-il qu'il y a le dégât au niveau du Cameroun. Et nous, ici, nous voulons la paix. Il faut que la paix rétablisse au Cameroun. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Depuis ce temps, on vient, on reste, il n'y a pas de fruits, on reste, on cause, on rentre. Et s'il n'y a pas de travail, on n'a pas l'argent pour aller ravitailler la famille. La famille a besoin de quelque chose, la maladie, le loyer, les petits besoins. Et sans cela, on a un problème à la maison. Il faut que le gouvernement tchadien cause avec son collègue de là-bas pour qu'il trouve une solution. Partout au monde, il y a le trouble. Et nous, on ne veut pas le trouble. Parce que le trouble, on en a vu, ça finit mal. Il y a les pertes humaines, les pertes matérielles, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout citer. Mais nous, notre souci, c'est la frontière camerounaise. Les chauffeurs n'arrivent pas à transporter les fruits de là-bas jusqu'à destination. Et c'est ça notre mal. Ni le commerçant, ni le clandoman, ni les vendeuses, nous sommes au chômage. L'avenue Charles de Gaulle, l'une des principales artères de N'Djamena, est en réhabilitation à partir du tronçon qui mène du quartier Champ de Fil au marché de Dembé. Mais faute d'arrosage, la poussière soulevée par la circulation des engins indispose riverains et usagers. Suivez leur réaction recueillie par nos reporters Mamat Praïb et Yango Abdoulaye. Avec les poussières là, chaque jour que Dieu fait là, on aspire des poussières.
Parce que normalement, les gens des chantiers, ils doivent arroser matin, midi, soir la route qu'ils sont en train de construire. Bon, normalement, et ce qui n'a pas été fait, et chaque jour là, nous qu'on reste sur place, nous les débrillants, on aspire chaque jour, même les passagers aussi. Et on a des problèmes de poussière là, c'est pour cela qu'on porte les lunettes avec cache-nez là. Parce que nous on est exposé avec la maladie là, tu vois, le plan respiratoire là, ça joue aussi. Et tel que les poussières là, ça nous donne aussi cataracte. Donc c'est difficile. Oui, on a besoin, toutefois qu'on a mal sur le vacances, ça va pas là où nous vivons là. Tu vois, tout est saleté, on a de poussière, même les marchandises, mais tout est poussière aussi. Donc c'est difficile pour nous. Nous sommes au bord du goudron là. Pendant les pleins pluies, encore c'est mieux parce qu'on n'a pas de problème. Mais pendant les chaudes là, on a tous les problèmes. Encore en mois de décembre, là, tu vois le vent là. Le vent amène beaucoup de poussière là encore. Et puis d'autres poussières au niveau du goudron là. Si nous accumulons là, ça nous donne la maladie. Le goudron est dégradé, c'est bien de faire la route. Mais quand on fait la route, il faut prendre les précautions pour que les gens qui font les activités à côté puissent être à l'aise. C'est-à-dire que si eux, ils veulent faire la route, ils n'ont qu'à arroser avant de continuer leurs travaux. Mais eux, ils ne font pas. Et que regarde tout ça là, c'est pas bien. On est obligé de porter les cache-nez pour se protéger nous-mêmes. Ils ne contrôlent même pas, les gens sont là. Voilà, exemple, comme vendre de manger, on arrose. Exemple, comme un petit restaurant, vendre de viande dehors là. Ils ne contrôlent même pas ça. À leur travail seulement qu'ils voient. Sinon, les caniveaux sont bien faits. On est satisfait des caniveaux, ils sont bien faits. Mais leur erreur là, ils ne contrôlent pas les gens qui restent vendeurs d'un petit thé comme ça, là, ils ne contrôlent même pas ça. Moi là, à moi, personne comme ça m'a donné normalement des rimes. Je suis un peu malade à cause des caniveaux là. Bon, on n'a pas de soin. On ne peut pas le dire que voilà ce que vous faites là, fait comme ça. On n'a même pas de choix de faire ça aussi. Le président de la Ligue tchadienne contre le cancer, Dr Manikassé Palema, a officiellement lancé l'eau au mois de novembre bleu, dédié à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers masculins, notamment le cancer de la prostate qui touche de nombreux hommes. À suivre cet extrait. Novembre bleu commence, dédié lui aussi à la prévention contre le cancer de la prostate. En effet, le cancer de la prostate est le premier cancer masculin et touche la tranche d'âge de plus de 40 ans. 66% des hommes de plus de 60 ans présenteront le cancer de la prostate. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce pour un traitement efficace. La prévention contre les facteurs de risque doit être une règle d'or pour les personnes âgées. Le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, la sédentarité, les antécédents familiaux, pour ne citer que ceux-là, sont entre autres les facteurs favorisants. Aussi, certains signes comme difficulté d'uriner, émission d'urine avec du sang, rétention urinaire, mission multiples nocturnes doivent susciter la consultation systématique auprès du personnel de la santé. Mesdames et messieurs, la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer mènera des activités de sensibilisation dans les différentes communes de la ville de N'Djamena et organisera des conférences, débats, radio-télévisés. De plus en plus de personnes utilisent des antibiotiques sans consultation médicale, une pratique courante mais risquée qui favorise la résistance bactérienne selon les professionnels de la santé. Au reportage à Mongo de Mamat Mouktar rendu par Fantasoué. Dans les rues de Mongo, plusieurs habitants reconnaissent se soigner seuls. Quand j'ai la fièvre, je prends l'amoxicillin. Les pharmaciens alertent. Beaucoup viennent demander des antibiotiques sans ordonnance. Certains refusent d'écouter nos conseils. Le docteur Béchir Dounon, pharmacien, directeur de pharmacie provinciale d'approvisionnement du Guira, met en garde. Il faut d'abord rappeler que ce qu'on appelle antibiotique, c'est un médicament qui est utilisé spécifiquement pour combattre les infections qui sont causées
pas des bactéries. Il faut noter bactéries, ne notez pas autre chose. Alors, un antibiotique agit en détruisant des bactéries ou empêche la multiplication des germes bactériens. Selon l'OMS, la résistance antimicrobienne pourrait devenir l'une des principales causes de décès d'ici 2050. Face à ce danger, une seule solution, consulter avant de consommer. À Koumra, dans le Mando, l'action des artistes pour le développement et l'éducation aux droits humains a visité la maison d'arrêt pour s'enquérir des conditions de détention des femmes. C'est dans le cadre de son programme de la formation et de la réinsertion. La correspondance de Dominique Didéo. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du programme de formation et de réinsertion des bénévoles de l'action des artistes pour le développement et l'éducation aux droits humains, vise à s'imprégner des conditions de détention des femmes en milieu carcéral, mais aussi comprendre leurs difficultés dans la formation pour leur réinsertion sociale afin de faire des plaidoyers pour leur réinsertion sociale après leur libération. L'ARMOC est accompagné à cette visite par la marraine de l'activité, la maire adjointe de la ville de Koumra, Yanro Mbangadina Grace. Souhaitant la bienvenue à la délégation, la directrice deuxième adjointe de la maison d'arrêt de Koumra, Nelumta Florence, se réjouit de cette visite car ces détenus en ont besoin pour leur remonter le moral. Majimbe Mimo Iverson, coordinateur de l'ARMOC, situe ici le cadre. C'est vraiment nécessaire et important tout ce que vous avez relié ici et je pense que c'est l'objectif également de notre venue. Pour nous enquérir et savoir ce qui existe et ce qui n'existe pas, ça nous permet également de faire des plaidoyers auprès des différents partenaires. La délégation a ensuite échangé avec les femmes détenues. Il ressort des échanges que la plupart des infractions ayant conduit ces femmes dans ce centre de rééducation sont les violences. Des conseils et orientations ont été prodigués à ces dernières pour le changement de comportement. Les besoins relevés par ces femmes sont les formations en métiers structurants, en transformation des produits locaux, mais elles sont limitées par les moyens. Quelques femmes ont exprimé leur regret pour leurs actes commis pour se retrouver dans cette structure pénitentiaire, loin des siens et clouée entre les quatre murs. La délégation a mis à profit son séjour pour remettre quelques cartons de savon, détergents, pain et autres pour leur permettre de se nettoyer. La délégation promet ensuite faire des plaidoyers pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Recevant ces dons, la directrice deuxième adjointe de la maison d'arrêt de Koumra, Nelumta Florence, adresse ses reconnaissances aux donateurs et appelle les détenus à un comportement responsable après leur libération pour éviter la récidive. Aussi, conseille-t-elle la population à la responsabilité pour éviter les violences basées sur le genre. Très émotive, la maire adjointe de la ville de Koumra, Yanro Mbangadina Grace, exprime ses compassions à ces femmes et appelle les autres à faire preuve de tolérance car elles sont les socles du développement et de l'éducation dans les familles. Fin ce vendredi 7 novembre de l'atelier régional consacré à la rélecture et à la validation de la stratégie d'éradication de la peste des petits ruminants ainsi qu'au contrôle d'autres maladies prioritaires touchant les petits ruminants en Afrique centrale. Le compte rendu de Jessica Firenga. Durant 3 jours de cet atelier régional consacré à la lecture et à la validation de la stratégie d'éradication de la peste des petits ruminants ainsi qu'au contrôle d'autres maladies prioritaires affectant ces animaux, les participants ont examiné de manière approfondie les divers aspects liés aux maladies graves des petits ruminants. Pour Dr Singambai Bernoudi, représentant du ministre de l'Élevage et de la Production animale, ces travaux ont permis de mettre à jour la stratégie régionale de lutte contre la peste des petits ruminants. En effet, ces 3 jours de concertation ont permis d'actualiser notre stratégie régionale de lutte contre la peste des petits ruminants en parfaite cohérence avec la stratégie panafricaine révisée et le Blueprint 2023-2027. Les discussions ont mis en lumière nos progrès, mais aussi les défis persistants pour parvenir à l'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030. Les recommandations formulées, la feuille de route adoptée et l'engagement des pays participants témoignent de notre détermination collective à atteindre cet objectif. Les participants à cet atelier régional de la lecture et de la validation de la stratégie d'éradication et de la peste des petits ruminants parlent des acquis. D'harmoniser déjà la stratégie de l'Afrique centrale par rapport à la stratégie panafricaine. Donc de faire un état des lieux donc des systèmes ou au niveau des pays, faire un état des lieux sur
La PPR. Nous venons de clôturer aujourd'hui, nous a permis beaucoup plus de comprendre que la République centrafricaine a encore beaucoup de choses à faire parce que, comme vous venez de dire, nous partageons des frontières avec la République du Tchad et que cette question que nous traitons aujourd'hui, l'éradication de la peste des petits ruminants, doit se faire en commun accord avec les autres pays. Pour finir, les participants souhaitent que les États redoublent des efforts afin que la peste des petits ruminants soit un lointain souvenir. Le président du parti Union nationale pour l'indépendance et le salut du peuple, Ahmed Seyd Ali, a annoncé la relance des activités de sa formation politique ce 7 novembre. À cette occasion, il a indiqué que le plan national de développement Tchad Connexion 2030 sera intégré dans le plan d'action du parti pour les prochaines années. Écoutez. La reprise de nos activités politiques marque également le lancement bientôt de notre plan d'action pour la période 2026-2027. Ce plan constitue notre boussole pour les 2 années à venir, articulé autour de 4 axes prioritaires. D'abord, la tenue du congrès du parti, véritable moment de refondation interne, où nous accélérerons notre vision, renforcerons nos stratégies dirigeantes et redéfinirons notre stratégie politique dans un cadre participatif et démocratique. L'apport de notre mouvement politique à l'atteinte des objectifs du plan national de développement PND Connexion 2030, la tournée nationale de restructuration des provinces, conformément aux recommandations et résolutions issues du 2e congrès ordinaire récemment annoncé. Cette tournée vise à relancer la dynamique militante, renforcer nos coordinations locales et rivaliser la présence du parti sur tous les territoires nationaux. La préparation des échanges politiques à venir, à travers la formation de nos cadres, la consolidation de notre base militante et l'élaboration d'un projet politique concret, capable de répondre aux attentes légitimes du peuple, conformément au PND. Mener également des activités de sensibilisation pour la réussite du plan national de développement Connexion 2030. Pour la conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité des régions de Grand Lac qui a réuni une 60aine de pays en milieu de semaine dernière à Paris a affiché cet objectif, voler au secours du lac Tanganyika à l'est de la République démocratique du Congo en proie à la crise humanitaire. Qu'en est-il pour les autres pays des grands lacs d'Afrique se trouvant dans la même situation? Un abandon ou des aboles à chacun pour des rencontres prochaines. Pafin Dioré-Omer. Difficile de le savoir, mais les résolutions de la conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité des régions de Grand Lac ont tranché en faveur de la République démocratique du Congo. Une offrande d'une bagatelle de 1,5 milliard d'euros a été allouée à la région pour répondre à l'urgence humanitaire. Un geste qui exclut les lacs Victoria, Malawi et du Tchad, respectivement premier, 3e et 4e en superficie sur le continent, mais aussi plongé dans une crise humanitaire préoccupante. Les conflits armés, le changement climatique, la dégradation des terres, l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les violences et l'enlèvement contre rançon, tous subissent ces fléaux. Une situation pathétique qui nécessite un soutien équitable de la part de la communauté internationale. 4e au rang africain, avec environ 26 000 km² dans les années 1980, à peu près 1350 km². D'après les récentes estimations, le lac Tchad est en voie de perdre sa superficie des plus grands cours d'eau ou de disparaître complètement de l'hydrographie du Tchad. L'insécurité alimentaire découle de son assèchement et affecte plus de 11 millions de populations environnantes. Selon l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, les incursions de Boko Haram auraient déjà fait plus de 50 000 morts, 3,2 millions de déplacés et 280 000 réfugiés à la merci de la nature, faute de secours humanitaires.
Des chefs d'État, des ministres et plusieurs dirigeants d'organisations internationales se réunissent au Brésil en préparation de la COP30. Au Cameroun, le président Paul Biya a lancé un appel au calme lors de sa prestation de serment pour un 8e mandat dans un contexte de contestation électorale persistante. Enfin, la fièvre de la vallée Rift continue de se propager au Sénégal et en Mauritanie, suscitant l'inquiétude des autorités sanitaires. C'est l'essentiel de l'actualité internationale suivie par Assiem Kandiara. 10 ans après l'accord de Paris, la ville de Belém au Brésil se prépare à accueillir du 10 au 22 novembre prochain la COP30. En amont de cette grande réunion climatique, plusieurs responsables internationaux se retrouvent pour discuter des enjeux urgents liés au réchauffement global. Les organisateurs espèrent que cette édition débouchera sur de nouveaux engagements financiers ainsi que sur des mesures concrètes pour atteindre les objectifs fixés lors des précédents sommets. Toutefois, l'absence annoncée des dirigeants des 3 plus grands pôleurs de la planète, la Chine, les États-Unis et l'Inde, risque de limiter la portée diplomatique de la rencontre. Au Cameroun, alors que le pays sort d'une période de tension post-électorale, Paul Biya, 92 ans, a opté pour un ton conciliant lors de sa prestation de serment. J'en appelle au sens des responsabilités de chacun. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale aux conséquences potentiellement dramatiques, a-t-il déclaré, visant notamment certains membres de la diaspora accusés d'attiser la violence. Il reste à savoir si cet appel sera entendu. Sa victoire est fortement contestée. Son principal rival Issa Tchoroma, arrivé 2e avec 35,19% des voix selon les résultats officiels, parle d'un coup d'État constitutionnel. Fièvre de la vallée du Rift, l'Organisation mondiale de la santé fait état de 404 cas humains confirmés, dont 42 décès enregistrés entre le 20 septembre et le 30 octobre. Au Sénégal, le premier des cas identifiés à Dakar a été signalé à Keur Massar, en banlieue. La maladie principalement animale peut également infecter l'être humain, provoquant parfois des symptômes sévères. Pour enrayer la propagation, les autorités ont lancé une campagne de vaccination du bétail et en intensifient la sensibilisation, appelant la population à éviter tout contact avec des animaux malades ou morts et à consulter rapidement un centre de santé en cas de fièvre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi.